Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Bonjour, chers auditeurs, Chantal Doré au micro pour vous faire découvrir encore à nouveau cette semaine de nouveaux Héros Anonymes. Pour cet épisode, on se promène en différents âges de la vie, de l'enfance à la toute fin du chemin. Ce qui distingue le Centre Petite Échelle d'autres organismes similaires, c'est qu'on offre un répit dit stimulant grâce à un ratio de 1 intervenant pour 1 enfant, alors qu'on voit souvent ailleurs du 1 pour 2 ou 1 pour 3. Je voudrais savoir comment le Centre Petite Échelle a réussi à s'organiser pour créer un accompagnement aussi personnalisé qui dure même dans le temps avec l'initiative La Grande Échelle lorsque ses enfants deviennent plus grands. J'en discute avec la directrice générale Anne Letourneau. En première partie, un sujet dont on parle moins dans la société, les soins palliatifs. En effet, un sondage léger nous apprenait que 52% des répondants n'ont jamais abordé le sujet des soins palliatifs avec personne. Or, c'est un domaine de la santé qui est appelé à prendre de l'expansion avec le vieillissement de la population. La Maison La Traversée, qui accueille des personnes en fin de vie et de leur famille, c'est un projet médical et social qui a été porté par toute une communauté dans les Laurentides. C'est un espace lumineux, calme, rassurant et serein pour y vivre le dernier bout du chemin. Nous en discutons avec le directeur général de la Fondation La Traversée qui finance la Maison La Traversée, Tom Poitras, et le docteur Mathieu Guilbeault qui en est le directeur médical. Pour le docteur Guilbeault, l'un des rares médecins qui évolue en soins palliatifs, il n'y a rien de plus valorisant que ce rôle d'accompagnateur des derniers moments. Une courte pause et on accueille notre duo d'invités. Selon un article de la presse, seulement 50 médecins évoluent en soins palliatifs à temps plein. Le docteur Mathieu Guilbeault est un de ceux-là, c'est le directeur médical de la Maison La Traversée et nous le recevons aujourd'hui en compagnie du directeur général Tom Poitras. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui, bonjour. Docteur Guilbeault, peut-être nous expliquer comment ça se fait qu'il y a si peu de vos collègues qui ont choisi d'évoluer en soins palliatifs? Bien, c'est ça. Alors, pour commencer, je vous corrige, je ne peux pas travailler, moi, comme médecin de famille en temps plein en soins palliatifs. Donc, même si je suis le directeur médical de la Maison de soins palliatifs, je dois faire ça en surplus de mon temps. D'accord. Donc, lorsqu'on est au Québec, les médecins de famille, lorsqu'ils terminent leur cours, ont pendant 15 ans à assumer des activités médicales prioritaires. Donc, chaque région détermine les activités médicales prioritaires et souvent, les soins palliatifs ne font pas partie de ces activités-là. Donc, moi, je dois fournir, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, peut-être une 30aine d'heures par semaine pour ces activités-là. Et lorsque je suis capable de les compléter, là, je peux m'impliquer dans les soins palliatifs. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de médecins, de jeunes médecins qui peuvent travailler en soins palliatifs. Il y a déjà cette structure-là des heures qui est un petit peu pas nécessairement une contrainte, peut-être, qu'on peut dire? Oui, c'est une contrainte. Oui. C'est ça. Moi, qui ai toujours eu un intérêt pour les soins palliatifs, c'était clair que je voulais faire des soins palliatifs dans ma carrière. Quand je suis arrivé, moi, je travaille dans la région des Laurentides. Je ne pouvais pas faire que des soins palliatifs. Donc, j'ai une pratique assez variée. Puis, j'apprécie ça, mais c'est ça. Ça fait partie d'une de des occupations, mais pas uniquement la seule. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir évoluer dans ce domaine? Ben, les soins palliatifs, quand je suis entré en médecine, je connaissais pas ça, un peu comme tout le monde. Et la première fois que j'ai été en contact avec un patient en soins palliatifs, ça a été le coup de foudre. Hein. Je me sens tellement privilégié de pouvoir faire ce travail-là. Tu sais, si tu es en médecine et que tu apprécies l'être humain, ben c'est un privilège exceptionnel là, d'être en contact avec ces gens-là et avec leur famille. On a accès à des manifestations humaines
très privilégiée, très forte. Donc, c'est ça qui m'a attiré. En médecine, je croyais que c'est ça, notre priorité, c'était de soulager les gens et de guérir parfois. Malheureusement, en médecine, c'est pas ça qu'on observe beaucoup. Mais en soins palliatifs, c'est vraiment ça. On soulage les gens en premier lieu. C'est très satisfaisant pour moi. Est-ce que justement, par rapport à la profession de médecin, comme vous le dites, on se dit qu'on veut guérir les gens, est-ce que ça ne demande pas comme un renversement de mentalité pour dire, on le sait qu'on ne sera pas dans la guérison, mais on est plutôt dans un accompagnement extrêmement humain, comme vous le soulignez? Je pense que ça tend à changer. Je pense qu'on est moins dans le traitement à tout prix. Je me rappelle quand je faisais mon cours de médecine, j'avais fait un stage aux soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Puis, dans mon évaluation, à la fin, c'était marqué « Fera un bon médecin de soins palliatifs ». Ah oui! Même si j'étais aux soins intensifs, parce que j'aimais parler aux familles, c'est moi qui changeais souvent l'objectif de soins. Donc, je pense quand même que les jeunes, maintenant, médecins sont plus sensibilisés à ça, ils ont plus de cours, plus de formation, ils ont des stages maintenant obligatoires en soins palliatifs. Je pense qu'il y a un intérêt et une volonté de changer dans les facultés de médecine. De votre côté, il y avait déjà peut-être un destin qui était là. Oui. Oui, je pense que j'étais faite pour ça. J'ai toujours aimé rentrer en relation avec les patients. Moi, en fait, quand je suis rentré en médecine, c'était pour être psychiatre, parce que je voulais être proche de mes patients, apprendre à les connaître. Puis finalement, j'ai plus trouvé mon compte là, en soins palliatifs. Okay. Et c'est ce côté-là, peut-être, quand vous dites que c'était un coup de foudre pour vous, est-ce que c'est parce que, rendu à cette étape-là de la vie, il n'y a plus de faux fuyants, il n'y a plus de masques, on est vraiment dans la fibre, la moelle de la vie, peut-être? Oui, on est dans le vrai. Hein? Ouais, on est dans le vrai, puis même si on dit les soins palliatifs, il y a énormément de vie jusqu'à la fin. Hein? Donc, on est dans les dynamiques familiales, on traite le bio, mais le psycho et le social. Donc, c'est excessivement riche. Puis, il n'y a pas un patient pareil. Hein? Il n'arrive pas en fin de vie. Il n'y a pas de recette. Donc, je trouve qu'il faut être très à l'écoute de notre patient et s'adapter à eux. Donc, ça vient même nourrir ma fibre un peu créative, parce qu'il n'y a pas de conduite à tenir. Là. C'est pas comme traiter une pneumonie, par exemple. Oui. Et je comprends que la créativité, ça a été vraiment nécessaire pour créer ce projet de la maison La Traversée. Là. Ça a été toute une épopée pour y arriver. Oui, c'était quelque chose. Oui. Peut-être Tom Poitras, directeur général de la Maison La Traversée, pouvez-vous nous raconter ce qu'est la maison et peut-être tout ce qui a amené un peu cette grande aventure-là à être possible? Bien, écoutez, c'est d'abord et avant tout un projet communautaire qui a duré plus de 10 ans avant même que les portes s'ouvrent. Ça a pris beaucoup de volonté de la communauté de la région. C'est un challenge financier et puis c'est un challenge aussi humain. Et quand on était supposé d'ouvrir, le COVID est arrivé et tout était en place pour une belle ouverture. Puis malheureusement, ça a ajouté un petit peu de sable dans l'engrenage, mais la volonté des membres de notre conseil d'administration puis de la communauté était telle que c'était certain que la maison allait voir le jour coûte que coûte. Et même les donateurs, évidemment, étaient au rendez-vous, entre autres la Quincaillerie Gagnon et la famille Gagnon. Il y a aussi la Fondation Choquette-Legault qui a été notre sauveur pendant le COVID. Et bien d'autres. Oui, il y a plus de 2500 personnes qui ont contribué à la levée de fonds, hein, donc? Oui, tout à fait. Et ça continue à croître. Puis on en est bien content. Puis ce qui est très bien aussi, on a la communauté de villégiateurs de Montréal puis d'Ottawa dans la région qui sont ici les fins de semaine, qui commencent à prendre connaissance aussi de notre maison de soins palliatifs et qui aident aussi, malgré le fait que la plupart d'entre eux c'est plus naturel pour eux de donner
dans leur région de maison principale. Mais ça étant dit, ils sont vraiment au rendez-vous ces jours-ci. Il y a une sensibilité pour eux. Le docteur Guilbeault disait que c'est un sujet qu'on connaît peu et en effet, il y a un sondage léger qui dit que 52% en fait des répondants n'ont jamais abordé le sujet des soins palliatifs avec quelqu'un. C'est un sondage qui vous a surpris ou? Oui, non, je suis pas surpris. Non, d'accord. Et moi-même, je viens pas du milieu. J'ai été engagé pour quelques mois. Et puis j'ai tellement été touché par la cause que ça. Ça avait eu le coup de foudre, vous aussi. J'ai eu le coup de foudre. Il y a non seulement de la cause comme telle, mais de l'équipe qu'on a ici en place, qui est absolument formidable. C'est vraiment un plaisir d'être au service de l'équipe qu'on a vraiment à la traversée. Faites-nous entrer dans la maison, la traversée. Là. Comment c'est aménagé? De quel type de service? Là, je comprends que pour le moment, il y a 4 lits, puis un espace pour les familles, mais que vous avez le projet d'agrandir. Mais découvrez-nous, faites-nous découvrir l'espace. Oui, écoutez, la première chose, c'est que notre édifice est un édifice historique avec un toit en mansarde, avec des belles lucarnes, sur un merveilleux site, avec un boisé en arrière, avec un club de golf qu'on peut entrevoir entre le boisé. L'hiver, on a des traîneaux à chiens qui arrêtent systématiquement devant la traversée. Chaque chambre a des portes doubles où on peut tout simplement rouler le lit du patient sur un balcon avec la vue sur le boisé en question. La majorité de nos patients, l'été, Tom, si tu me permets, je préfère même, c'est tellement beau à l'extérieur, puis nos patients, c'est des gens de la nature, des gens des Laurentides, donc la plupart de nos patients demandent même à décéder à l'extérieur, donc même vers la fin, lorsqu'il y a quelques jours de vie, ils sont dans leur lit, on leur met un peu d'intimité là, avec les paravents, puis ils décèdent à l'extérieur. Vous les installez dehors à la Belle Étoile? Oui, c'est arrivé qu'un patient qui a fait du camping dehors, mais le jour, là, qu'il y a un beau soleil, on les sort à l'extérieur, même lorsqu'ils sont en fin de vie, là, pratiquement même inconscients, ils peuvent partir quand même une fois qu'ils sont à l'extérieur. Rejoindre les étoiles. Oui, je peux ajouter le petit catalyste qui a fait que je suis resté plus longtemps que 2 mois. C'est effectivement un patient qui est sorti dehors en une belle journée de printemps. Il y a son épouse et ses 2 filles étaient en compagnie, en sa compagnie. Et croyez-le, non, il y a eu des chevreuils qui se sont joints à eux pendant une demi-heure de temps. Et le patient est rentré dans sa chambre et 20 minutes plus tard, il est décédé. Alors... il y a une sorte de baie qui s'est installée. Oui, tout à fait. Oui. Alors, puis on a plusieurs petites histoires comme celle-là là, qui font que notre endroit est vraiment un endroit magique. Je comprends qu'on a voulu avoir les meilleures circonstances pour créer un espace calme et serein qui correspond bien à ce qu'on souhaite, à l'atmosphère dans laquelle on souhaite baigner là, pour nos derniers instants? Oui, tout à fait. Faut pas oublier non plus que la plupart de ces patients-là ont souffert énormément avant de se rendre ici. Et puis c'est dur aussi pour leurs proches. Oui. Et quand ils arrivent ici en détresse, en souffrance, en acceptant évidemment que ce sont leurs derniers jours, évidemment, ils lâchent prise et puis avec leurs proches et puis évidemment avec notre équipe ici jusqu'à leur dernier souffle. Et donc, les familles, il y a un espace pour que les familles puissent aussi dormir sur place auprès de leurs proches? Oui, tout à fait. On est, je pense, un peu unique dans la province.
en ce sens qu'on a 2 jolies chambres pour les proches des familles, parce que très souvent, les résidents, nos patients résidents sont de la région, évidemment, mais leurs proches habitent Montréal ou Québec ou un autre endroit. Et alors, ils ont la chance de rester dans une de ces 2 chambres-là. Et tout ça, évidemment, sans frais. Oui, donc vos services sont gratuits, je comprends. Bon, vous êtes subventionné, je pense, à la hauteur de 40 % par le gouvernement du Québec. Oui, tout à fait. Mais quand même, ça veut dire que 60 % c'est vraiment, comme vous le disiez, un projet d'une communauté qui a souhaité que cette maison-là existe. Oui, tout à fait. Puis c'est pas juste, évidemment, la construire, la rénover, la préparer. Ce fameux 60 %-là, c'est chaque année qu'il faut solliciter la communauté. Et puis, évidemment, les familles sont au rendez-vous, qui ont la chance de passer par ici. Mais non, ça, c'est tout un challenge, ça, je peux vous dire. Et vous parliez de votre équipe formidable. Bon, déjà, je vous entends, vous deux, vous faites partie de cette équipe-là. Et s'il y a autant de douceur et de bienveillance chez le reste de votre équipe, je peux comprendre là, dans quelle atmosphère les gens qui vivent leurs derniers moments évoluent. Mais parlez-moi des autres membres de l'équipe. Tom, tu me permets? Ben oui, je t'en prie. Oui. Donc, c'est ça. Il y a toujours une infirmière sur place, accompagnée d'un aide-soignant préposé. Je vous dirais qu'à la traversée, c'est vraiment eux les plus importants. Là, où ils sont tellement en contact avec nos résidents. C'est eux qui tissent les liens, c'est eux qui font le plus de support. Le médecin, on nous dirait qu'on n'est pas toujours sur place, donc c'est vraiment eux qui font le gros du travail. Puis, en plus de ça, on est choyé, on a l'aide de bénévoles, d'une équipe bénévole là, qui donne du temps directement aux soins, ou à l'accueil, ou à la cuisine même, et au ménage. Ah donc, oui. c'est à peu près notre équipe. Puis, on a des infirmières aussi qui se forment tranquillement là, pour devenir massothérapeutes, devenir acupunctrices, pour donner d'autres soins là, à nos résidents. Et est-ce que vous avez un appel aux bénévoles? Est-ce que ce serait bien d'en avoir plus ou ce serait plus dans le cadre de l'agrandissement, dans le cadre de la phase 2? Je pense qu'une maison de soins PAN ne manque jamais, n'a jamais trop de bénévoles. Puis c'est tellement important, là, sans eux, la maison ne fonctionnerait pas. Là. Donc, surtout avec l'agrandissement qui s'en vient, qu'on souhaite, oui, on va avoir besoin de plus de bénévoles aux soins, c'est clair. Dites-moi, les gens qui, vous parliez un peu dans quel état d'esprit ces gens vous arrivent. Ils arrivent de où? D'hôpitaux, de CHSLD, de la maison? Nous, la majorité de nos patients sont transférés de l'hôpital, de l'unité de soins palliatifs. Puis sinon, ils sont référés par l'équipe de soins palliatifs à domicile. Donc, c'est à peu près les 2 endroits qui proviennent. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir terminer leur jour à la maison? C'est une bonne question. Dans le fond, avant que je commence à travailler, avant l'ouverture de la maison de soins palliatifs, je faisais les 2. Je faisais les soins palliatifs à domicile et les soins palliatifs hospitaliers. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un manque entre les 2. Je ne veux pas demander de décéder à la maison. C'est possible au Québec, on a des équipes de soins palliatifs, mais les équipes ne peuvent pas être là en permanence. Donc, c'est de demander beaucoup, beaucoup à la famille. Donc, souvent, les proches sont appelés à jouer aux infirmières, puis ils sont beaucoup dans l'action. Donc, des fois, ça peut être peut-être trop lourd pour eux. Puis, pour des patients qui ont des symptômes particuliers, souvent, c'est mieux que ce ne soit pas non plus à la maison. Ce serait peut-être trop difficile à gérer. Il y a trop de risques de complications. Donc, parfois, l'hôpital s'avère une meilleure option. Nous, ici, à Saint-Agathe-des-Monts, on est chanceux. On a un hôpital avec une belle unité de soins palliatifs. Mais pour les patients qui préfèrent être plus dans un environnement qui ressemble plus à leur maison, mais tout en ayant tous les soins prodigués par un hôpital, la maison de soins palliatifs s'avère souvent la meilleure option.
Mais je comprends très bien la réalité que vous dépeignez. J'ai ma tante qui est décédée des suites de l'Alzheimer et mon oncle a tenté très longtemps de la garder à domicile, mais il est arrivé à un moment donné non seulement un épuisement personnel, mais également on arrivait à une étape où ça dépassait ses compétences aussi. Oui, je fais du CHSLD aussi, là, puis effectivement, les familles, ils se donnent tellement, puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus à domicile. Puis quand je les vois arriver, les patients au CHSLD, je vois la famille là, dans un état d'épuisement complet. Là. Ça peut être vraiment néfaste pour leur propre santé à eux. Donc, puis souvent, il y a comme comment je faisais ça? Il y a comme la famille se met une pression, ils font des promesses à leur proche, je te placerai pas. C'est leur demander beaucoup. Puis souvent, après, je me demandais quel type de deuil ça fait. Un proche qui a joué à l'infirmier, dans l'action, mais moins dans l'accompagnement, moins dans l'échange. Puis là, pouf, le décès survient, ils perdent leur rôle d'infirmier, puis là, ils se retrouvent seuls à la maison. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je trouve que à la maison de soins palliatifs, qu'est-ce que j'apprécie, c'est que les familles ont le temps de se déposer. Ils n'ont plus besoin de s'occuper des soins de leurs proches, puis ils ont le temps de se préparer eux-mêmes. Oui, c'est ça. Donc, la personne elle-même qui est en fin de vie se prépare, mais le proche aussi. C'est ça. Parce que vous avez raison que ça devient quasiment un double deuil. Oui. Il y a le deuil de la personne, mais il y a le deuil de mon rôle d'aidant, mon rôle d'action, qui fait en sorte que je réussis à contrôler peut-être un petit peu plus mes émotions. Et là, c'est ça. Ça s'effondre en double. Après, c'est un contre-coup là, qui nous frappe là, après un coup que le décès survient. Tout à fait. Et dites-moi, les dernières évolutions autour de l'aide médicale à mourir, comment ça affecte les soins palliatifs et une maison dans votre genre, comme la Maison La Traversée? Bien, pour nous, ça change peu, dans le sens où les patients qui acceptent de venir vivre leur dernier moment chez nous, ils veulent vivre les soins palliatifs, ils font confiance à notre équipe. C'est très rare qu'on ait une demande d'aide médicale à mourir un coup que le patient est chez nous. Oui, d'accord. Par contre, on accepte des patients qui veulent recevoir l'aide médicale. C'est la façon qu'ils ont choisi de nous quitter. Bien, les autres, ils sont admis à la Maison de la Traversée pour obtenir l'aide médicale à mourir. Donc, pour nous, ça change très, très peu. Est-ce que votre question concerne plus les demandes anticipées, peut-être? Oui, bien, entre autres, je voulais voir un peu comment cette pratique-là impacte sur les soins palliatifs. Mais oui, en effet, est-ce que sachant justement qu'on peut le demander d'avance, est-ce qu'on peut décider que c'est chez vous qu'on veut faire ça? Donc oui, les patients ont le droit de signer. Par contre, la nouvelle loi est assez un peu plus complexe. On pourrait faire une entrevue complète sur l'aide médicale. C'est assez complexe, mais advenant qu'une personne a un diagnostic, maintenant qu'on sait qu'on est capable de prédire la mortalité, ce patient-là a le droit de signer un refus, une renonciation à l'aptitude. Donc, même s'il perd son aptitude, il va pouvoir obtenir l'aide médicale à mourir. Par contre, si le patient est atteint d'une maladie neurodégénérative, maintenant, ils ont le droit de signer l'aide médicale. Par contre, peut-être que l'endroit approprié pour ce type de patient-là ne sera pas une maison de soins palliatifs. Parce que lorsqu'on signe d'avance, et dans le fond, le patient sait que sa maladie va progresser, il va avoir une perte d'autonomie, mais le décès ne surviendra pas. C'est très difficile à prédire la perte d'autonomie. Ouais. Donc, nous, il faut savoir que, étant donné le nombre limité de places là, à la maison de soins palliatifs, on accepte les patients qui ont un pronostic de moins de 3 mois. Oui, c'est ce que j'allais un peu aborder, puis j'essayais de le faire avec délicatesse, là, parce que c'est difficile de parler d'une durée de séjour moyen, mais... c'est ça. Donc, on accepte les patients qui sont vraiment en fin de vie, lorsqu'on sait qu'on pense qu'il y a un pronostic de moins de 3 mois. Mais la durée moyenne de séjour chez nous, Tom, tu me corrigeras. Oui. C'est toi qui as les dernières statistiques. Est-ce que ça se peut que c'est 2 semaines? Oui, c'est à peu près ça. C'est 15 à 20 jours à peu près en moyenne. Là. Ouais. Ça veut dire que pour vous et votre équipe, c'est beaucoup de gens que vous accompagnez par année? En 3 ans d'existence, on a eu 200 décès. Wow. Ouais. Comment ça vous impacte
Parce que d'une manière, les gens restent pas longtemps, mais j'imagine que comme vous allez, comme vous l'avez dit, Dr Guilbeault, dans le vrai, on va dans le vrai, mais on reste pas longtemps. Comment vous vivez avec ça? Il y a deux aspects à votre question. Oui. Donc, le premier, c'est qu'effectivement, on aimerait que nos patients arrivent plus rapidement chez nous. Je préfère lorsqu'ils arrivent plus d'essence de vie, parce qu'on a le temps de se déposer, on a le temps d'apprendre à les connaître, on a le temps de nous faire confiance. Mais c'est pas facile pour les patients d'accepter de venir à la maison de soins palliatifs. Hein. Ils savent que c'est leur dernière maison, ils savent qu'ils s'en viennent chez nous pour mourir. Donc, c'est la traversée. Oui, c'est pas facile de prendre la décision d'accepter de venir chez nous, mais c'est 100% de nos patients, lorsqu'ils arrivent à la maison, qui nous disent « avoir su, je serais venu plus tôt ». Ah oui. Okay. C'est 100%. Ils disent tout ça. Donc, on aimerait ça les avoir plus tôt. Mais après ça, on fait, je pense, je vais essayer d'être humble, mais on fait quand même une très bonne job. Et tous les gens qui travaillent avec moi à la maison de soins palliatifs, c'est vraiment une passion, c'est vraiment une mission. Puis lorsque les décès, ça se passe bien, il n'y a pas de douleur, on a bien accompagné la famille, il y a vraiment un grand sentiment de satisfaction. Fait que oui, on s'attache aux patients, mais on les a vus souffrir, on les a vus en perte d'autonomie. Donc, le décès, c'est souvent pas triste en soins palliatifs, c'est souvent une délivrance. Oui. C'est comme ça qu'on voit ça. Et on a, une fois par année, une journée où est-ce qu'on fait une journée commémorative pour les gens qui ont passé chez nous. On invite les familles, puis il y a un recueillement avec les familles pour se remémorer, pour rediscuter de leur passage parmi nous. Ça nous aide aussi à tisser des liens avec les familles, puis à garder contact. Puis pour le personnel aussi, je devrais ajouter, lorsque périodiquement on a des réunions post-mortem, parce qu'évidemment on est humain nous aussi, puis on s'attache aux patients. Puis, c'est de prendre soin aussi de vous dans tout ça. Oui. Écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue aux Héros Anonymes. Tom Poitras, vous êtes le directeur général de la Maison La Traversée. Dr Mathieu Guilbeault en est le directeur médical. Et si vous voulez voir cette belle maison pleine de vie, pleine de vie, chaleureuse, sereine, on invite les gens à aller voir votre site Internet. Merci à vous, Mme Doré. C'est très apprécié que vous nous avez donné un peu de temps. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. OK, au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Il y a aussi parfois des moments extraordinaires, des moments plus difficiles. On vit une enfance de toutes les couleurs. Il y a certains enfants qui naissent avec des défis particuliers. Et heureusement, il y a des organismes qui sont là pour les aider et aider leur famille à vivre un répit. Et le Centre Petite Échelle a ceci de particulier qu'ils ont conçu une façon de voir le répit sous forme de stimulation. Donc, un répit stimulant. Et vous allez voir de quelle manière ils réussissent à y arriver. On a le plaisir d'avoir en studio la directrice générale du Centre Petite Échelle, Anne Letourneau. Bonjour, Anne. Et bonjour, merci pour cette belle invitation pour me permettre justement de parler du Centre Petite Échelle. Bien, c'est ça, c'est qu'on voyait qu'il y avait, il y a plusieurs organismes similaires aux vôtres, mais que vous aviez développé quand même une particularité qui est entre autres due au ratio nombre d'intervenants par rapport à nombre d'enfants là, qui ont des besoins particuliers. Peut-être nous parler de cette distinction? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, à partir du moment où un parent vient cogner à notre porte pour avoir des services de répit, bien, nous, notre offre de service, ce qu'elle va permettre aux parents, c'est non seulement d'avoir du répit, mais d'être capable de travailler en collaboration avec nous à offrir un répit stimulant. Autrement dit, le parent peut vouloir que l'enfant travaille sa motricité parce qu'il a des besoins particuliers, travailler le langage. Et donc, l'avantage d'être en ratio 1 pour 1, c'est-à-dire une intervenante qui est dédiée totalement et uniquement à l'enfant, mais ça permet d'aller plus loin que le simple répit, qui est bien sûr la raison essentiel, du pourquoi on existe. Le parent a besoin de répit, mais ça permet d'aller un peu plus loin et d'offrir le répit aux parents et un développement des apprentissages à l'enfant.
Est-ce que ça fait en sorte que le centre Petite Échelle, on pourrait dire, a une vocation peut-être un peu plus large qu'un centre de répit? Je dirais qu'on se distingue de par notre ratio. Les services offerts, bien sûr, ressemblent à d'autres organismes similaires aux nôtres, mais cette particularité-là de dire, bien nous, on va maintenir un ratio à 1, c'est quelque chose qui nous distingue. Nous sommes effectivement uniques en Montérégie avec une offre de service en ratio 1-1. Okay. Donc, habituellement, ça s'évalue à peu près quoi comme ratio? Une intervenante pour combien d'enfants? On parle de 2, 3, et dépendamment de certains milieux, bien, ça peut être 4, 5. C'est sûr qu'avec des enfants à besoins particuliers, c'est des ratios qui sont quand même moins élevés. Oui. Mais généralement, 1, 2, 1, 3, c'est quelque chose qui est assez courant. C'est quelque chose qu'on voit. Je dis intervenante, mais est-ce que ça veut davantage d'intervenantes? Effectivement, c'est un milieu qui est quand même à prédominance féminine. On a quand même quelques hommes, quelques garçons, des fois qui sont aux études, comme nos jeunes filles, et qui viennent travailler pour nous, mais c'est majoritairement une main-d'œuvre à prédominance féminine. Donc, on peut se permettre quasiment de féminiser dans ce cas-là. Oui, sans problème. Donc, je comprends que plus les besoins sont particuliers, donc plus ça nécessite un accompagnement personnalisé. Parlez-nous des types de besoins particuliers des jeunes qui fréquentent le centre Petite Échelle. Oui, on a des enfants qui ont soit des diagnostics ou non de troubles de spectre de l'autisme, déficience physique, déficience intellectuelle, et c'est ce qui compose majoritairement la clientèle. On a des enfants on accepte les enfants entre 0 et 12 ans. Bien sûr qu'on va avoir généralement, on n'a pas de poupons, c'est plutôt rare. Moi, j'en ai depuis 1 an, je n'ai pas eu d'enfants de cet âge-là. Mais on a des enfants qui vont avoir, je dirais, entre 3 et 12 ans. Et des enfants qui fréquentent le centre depuis plusieurs années, bien, qui maintenant ont peut-être 13 ou 14 ans. Donc, on commence à avoir des enfants qui sont un peu plus vieux que 12 ans. Mais on va parler un petit peu plus tard là, de l'initiative que vous avez déployée pour faire en sorte de les accompagner un peu plus tard. Est-ce qu'il y a justement des ratios aussi en termes de, par exemple, du type d'enfant que vous pouvez prendre dans certaines catégories ou d'autres? Par exemple, peut-être des handicaps physiques lourds qui vont demander peut-être des installations particulières? Oui, la question est bonne parce que ça va nous arriver d'avoir des enfants qui ont une double problématique ou un double enjeu de santé. Ça peut être la déficience physique avec un TSA ou une déficience intellectuelle. Donc, TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle ou déficience physique. Et donc, nous, notre main-d'œuvre est composée majoritairement d'étudiantes, donc de jeunes qui sont à faire leurs études en psychoéducation, éducation spécialisée, psychologie. Et on n'a pas la même équipe qu'un centre de réadaptation du secteur public, par exemple, où là, on retrouve des professionnels diplômés, des médecins, infirmières, et ça fait en sorte que ça peut arriver qu'on doive refuser une clientèle qui serait trop lourde, dans le but toujours d'assurer un service qui est de qualité et sécuritaire à l'enfant et à la famille, mais aussi pour assurer un environnement sécuritaire à nos employés. Vous disiez que vous travaillez avec les parents. Donc, ce qui veut dire que les parents vont identifier certains besoins qu'ils veulent travailler. Mais ces besoins-là, est-ce qu'ils ont été évalués justement avant en milieu hospitalier ou par le CLSC ou par le pédiatre? Tout à fait exact. Généralement, le parent va avoir consulté en milieu hospitalier, va avoir navigué à l'intérieur du réseau CLSC, Centre de réadaptation. Donc, au niveau du réseau de la santé, ils ont ce qu'ils appellent des plans d'intervention. Donc, notre plan d'action à nous, qu'on convient avec le parent, bien, va découler généralement du plan d'intervention. La raison pour laquelle nous, c'est un plan d'action, c'est sûr que nous, on n'est pas des professionnels, on n'est pas diplômés encore dans les disciplines qui permettent de travailler des plans d'intervention. Donc, le plan d'intervention... Quand vous dites on n'est pas des professionnels, juste peut-être établir la nuance. Vous êtes des professionnels dans votre domaine. Oui, d'accord. Compte tenu que ce sont des étudiantes qui n'ont pas terminé encore leur formation, qui sont en voie de, mais qui n'ont pas complété. Donc, ça fait en sorte que le plan d'intervention est réservé aux professionnels de la santé. Fait que nous, on va parler de plan d'action avec le parent qui vise à travailler différents aspects. Ça peut être le langage, ça peut être la motricité, ou ça peut être tout simplement de s'assurer que l'enfant ait du plaisir, puisse aller dehors, jouer au ballon,
Des choses qui souvent sont difficiles à faire pour la famille. Oui, bien, c'est déjà un bel objectif. Et votre personnel, vous dites majoritairement des étudiantes ou il y a quelqu'un qui est une professionnelle qui supervise leur travail et qui les forme? On a majoritairement des étudiantes. J'ai une employée en complet qui est avec nous là, depuis plusieurs années. Et pour ce qui est du soutien au niveau des meilleures pratiques, on a soit une ressource externe qui nous donne un coup de main à l'occasion, mais on peut aussi compter sur le soutien important des différents CIS en Montérégie pour tout le volet des meilleures pratiques, que ce soit un changement au niveau d'une règle de soins, que ce soit une formation spécifique qui est à donner. On a un excellent soutien de la part de nos partenaires. Donc, j'imagine que ça demande beaucoup de discussions, beaucoup de concertation avec le milieu public. Absolument. Absolument. Mais même si on est un organisme communautaire, je dirais qu'on est quand même un ensemble de partenaires autour d'un cheminement, d'un parcours d'un enfant à besoin particulier. Et oui, la concertation, la collaboration, elle est là, elle existe de par la mise en place de tables de concertation ou tout simplement par des échanges téléphoniques entre nous. Okay. Et combien d'enfants peuvent bénéficier de vos services annuellement? Nous, on peut accueillir jusqu'à 70 enfants par semaine. C'est sûr que l'enjeu qu'on a, comme tout organisme communautaire, on a un enjeu de financement. Donc, les places sont accessibles, mais malheureusement, le financement fait en sorte qu'on est en mesure d'accueillir environ la moitié. C'est donc dire qu'on est en mesure d'accueillir environ 35 enfants par semaine. Bien sûr, les demandes fluctuent. Dès que l'enfant est d'âge scolaire, qu'il va à l'école, bien, c'est sûr que le besoin de répit pour le parent, au lieu d'être la semaine, devient la fin de semaine. Ça veut dire qu'on a une liste d'attente qui est plus importante. On a des horaires qui sont établis en fonction des besoins des parents, en fonction de la disponibilité des intervenantes. Il y a un match qui est fait aussi, parce qu'on essaie de mettre avec un enfant l'intervenante qui va être le plus à même de l'aider à se développer. Des fois, on fait un match, on évalue, puis ça n'enlève rien à la compétence de l'intervenante, mais des fois, c'est une intervenante qui a développé une certaine spécialité qui va être plus en mesure d'aider l'enfant. Fait qu'on assure une vigie sur les matchs aussi. Quand on parle de certaines spécialités, donc par exemple plus dans une déficience, que ce soit une déficience intellectuelle versus un handicap physique ou encore au niveau de l'autisme? Oui, absolument. Puis des fois, si on pense aux enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, des fois, il y a une chimie, tout simplement, qui se développe entre l'intervenante et c'est magnifique à voir. Oui, au-delà du type d'handicap, là, dans les personnalités. Absolument. Oui, il y a une magie qui est difficile des fois Comme entre n'importe quel humain. Exact. On met 2 personnes ensemble, on en met 3, on en met 4, on a une dynamique différente. C'est exactement la même chose avec nos enfants. Okay. C'est sûr que du côté de l'autisme, on parle de spectre, mais il reste que j'imagine que pour bénéficier de services de répit, l'enfant est quand même dans une zone quand même assez précise du spectre. On parle probablement d'un autisme quand même, j'ose pas dire le mot fort, je sais pas si c'est le mot, mais un autisme quand même assez présent dans ses manifestations. Oui. C'est sûr que chez les enfants d'âge préscolaire, le diagnostic est établi plus tard. Donc, c'est une suspicion de trouble de spectre de l'autisme. Et à partir de ce moment-là, nous, on va accepter l'enfant au centre. Et là, vers l'âge, je pense, à partir de l'âge de 6 ans, bien là, il y a un diagnostic qui peut être établi. Je dirais que la limite qu'on peut avoir, c'est des enfants qui vont présenter des troubles graves de comportement, qui vont mordre, qui vont, dans le fond, réagir violemment, qui vont être agressifs, pas uniquement, parce que ça peut arriver à l'occasion que l'enfant a moins bien dormi, mais des enfants qui, sur une base régulière, ont ce type de comportement-là, encore une fois, pour assurer la sécurité de nos enfants et de nos intervenantes, bien, ça peut être une clientèle où on va être appelé à refuser ou à mettre fin. Suspendre, j'aime mieux parler de suspension de service, parce que l'enfant peut évoluer dans le temps et on peut reprendre. Mais je dirais que sinon, bien, au niveau de l'acceptation des enfants, même sans diagnostic, ils peuvent bénéficier. Et qu'est-ce qui arrive avec ces enfants-là? Qui les prend en charge? Les enfants à qui on n'est pas en mesure... Quand vous dites, oui, c'est ça, qui ont vraiment des comportements plus violents, qui peuvent mordre et tout ça, qui va les prendre en charge? Malheureusement, après nous, il n'y a pas beaucoup de services. Parce que souvent, nous, on est l'endroit où on va cogner quand l'enfant a été expulsé du CPE parce qu'il n'est pas à l'école ou parce qu'à l'école, il y a des problèmes
important où, malgré l'ajout de ressources en classe, l'enfant continue à avoir des comportements qui mettent à risque. Donc, c'est une excellente question. Il y a peu de services pour ces enfants-là. Puis cet enfant-là, souvent, ils doivent être conscients là, que c'est une expulsion par-dessus une autre là, qui... Les parents le vivent. Hein? Ouais. Puis le parent doit composer avec l'enfant à qui, là, ils ne savent plus où se tourner pour avoir des services. Donc, oui, c'est un enjeu important pour les parents. Okay. Et quand on parle d'enfants qui seraient exclus des centres de la petite enfance, ça veut dire des enfants qui n'ont jamais été admis. Donc, j'imagine que là, ça vient un peu amener un certain classement dans les besoins particuliers parce qu'il y a des centres à la petite enfance qui seraient peut-être pas équipés, par exemple, pour, je sais pas, quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup, un handicap physique lourd, par exemple. Peut-être que le CPE l'aurait déjà pas accepté au départ. Ou ils l'ont accepté. Puis des fois, bien, comme je dis, au niveau du trouble du spectre de l'autisme, sans diagnostic. Et à la défense des CPE, il ne faut pas oublier qu'eux, sont en 1 pour 7 ou 8. Donc, non, c'est ça, les ratios ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc, ils ont des CPE, des fois, avec 40, 45 enfants, avec uniquement 4 ou 5 intervenantes. Donc, ils atteignent rapidement la limite où, là, bien, ils se doivent de dire aux parents, bien, écoutez, on est désolé, mais pour le moment, parce qu'eux aussi, hein, ils sont dans un contexte de dire, ici et maintenant, il y a une difficulté. Regardons qui est mieux à même. Exemple, le centre Petite Échelle. De gérer cette crise-là, de gérer cette situation-là. Et on connaît certains succès où l'enfant peut, par la suite, réintégrer le CPE. Ah oui, d'accord. Oui, on a déjà eu ce genre de situation-là. Fait que c'est, dans le fond, le travail des intervenantes, la détermination des intervenantes fait en sorte que, oui, on connaît ce genre de succès-là. Là, j'imagine aussi ça amène un répit dans le répit de dire d'accord, j'oserais pas dire on l'a réchappé, mais au moins il est en mesure là, de revenir dans la population. Absolument. Absolument. Anne, si vous voulez, on prend une petite pause et on revient tout de suite après au Héros Anonyme. De retour au Héros Anonyme, nous sommes en studio avec notre invitée, Anne Letourneau, qui est la directrice générale du Centre Petite Échelle. Et il y a aussi le programme Grande Échelle. Oui, on y voit une cohérence dans le mot « échelle ». Le nom on monte des... on monte des échelons. Oui. Donc, le programme Grande Échelle est destiné à une clientèle adulte, donc à des jeunes de plus de 21 ans. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à 21 ans, les services arrêtent et les familles qui se retrouvent avec des enfants qui ne sont pas autonomes, malgré l'âge de 21 ans, peuvent, dans le fond, bénéficier de notre programme Grande Échelle qui, en résumé, constitue un peu un programme qui vise à favoriser le développement du maintien du jeune dans son milieu par le travail au quotidien d'activités de tous les jours, tels que faire le lavage, faire le ménage, aller à l'épicerie, cuisiner. Donc, vraiment autour de l'autonomie. Oui, pour reproduire, dans le fond, l'autonomie du jeune dans ses activités de vie quotidiennes. Donc, on a 2 jeunes présentement. Je dirais que le programme est toujours en mode projet. Ça a démarré il y a déjà plusieurs mois. Et dans le fond, ce qu'on souhaite éventuellement, c'est de bonifier. Mais on a 2 jeunes qui, pour le moment, viennent sur une base régulière au centre, bénéficier, dans le fond, de répit pour le parent, mais pour leur permettre surtout à eux de travailler leur autonomie au niveau des activités de vie. Donc, ce sont des jeunes qui n'ont pas nécessairement la capacité d'être en appartement seul. Exactement. Et est-ce que c'est une condition qui se maintient dans le temps, dans le sens qu'ils ne pourront jamais accéder à ce type d'autonomie-là? Effectivement, avec les jeunes que l'on voit. Par contre, on essaie, autant que faire se peut, de développer l'autonomie pour qu'à la maison,
bien, ils puissent aider les parents, puissent avoir une certaine forme d'autonomie, à dire que ça va aller jusqu'à leur permettre de vivre en appartement, je ne croirais pas. Ça dépend des défis particuliers parce que je sais que vous avez aussi la possibilité d'accueillir des jeunes trisomiques, donc plusieurs. Moi, j'ai eu le plaisir d'avoir Camille qui travaillait à un endroit où j'étais, puis elle m'écrit encore. Ça fait 5 ans que je ne travaille plus là. Elle est en appartement maintenant, puis elle fonctionne très bien. Donc, ça pourrait aussi être une aide temporaire juste pour se solidifier, puis être sûr qu'on acquiert toutes ces compétences-là pour aller être autonome. Oui, absolument. Puis, chaque enfant est différent. Mm-hmm. Chaque enfant, tout comme n'importe quel enfant neurotypique, a ses propres limites. Fait qu'on essaie de travailler avec ça pour cet enfant-là, bien, on soit capable de dépasser cette limite-là. Mm. Et est-ce que ce sont des intervenantes différentes du côté des plus âgés? Non. La seule nuance, je vous dirais, c'est qu'on est en ratio 1:2. Okay. Compte tenu qu'on a 2 jeunes, on a une seule intervenante qui est, compte tenu du niveau d'autonomie de nos jeunes adultes, c'est possible de les avoir en ratio 1:2. Et là, je sais que vous avez, vous dites c'est au début, c'est un projet, vous avez des plans là, d'évolution. Parlez-nous de vos plans. Oui, effectivement. Bien, je parlais tout à l'heure du financement. Par contre, on est à regarder aussi présentement la possibilité de se relocaliser. On occupe des locaux depuis plusieurs années qui sont situés à l'intersection de boulevards qui sont quand même assez passants dans le Vieux-Longueuil. Donc, on regarde la possibilité là, d'acquérir peut-être un immeuble ou de louer des locaux autres. Et ça va nous permettre, bien, de rajeunir un peu nos installations et aussi d'avoir des installations peut-être mieux adaptées, autant à nos jeunes 0-12 qu'à nos jeunes de plus de 21 ans. Fait que oui, nous sommes en démarche présentement pour tenter de voir ce qui est possible de faire. Et est-ce que le fait, comme ça, d'être au carrefour de 2 boulevards, ça l'amène peut-être parfois des enjeux de sécurité? Ça amène assurément une vigie accrue de la part des intervenantes en tout temps. L'avantage, c'est qu'on est en 1 pour 1, donc l'enfant n'est jamais seul, il y a toujours une intervenante. Mais effectivement, ne pas être dans un environnement calme, c'est quelque chose qui impacte certains enfants. On a les autobus qui passent, on a le trafic. Donc, j'imagine chez les jeunes dans le trouble du spectre de l'autisme, ça peut être dérangeant d'entendre tous ces bruits-là autour. Désorganisant, effectivement. Ouais. Et ça requiert une vigie de tous les instants de la part des intervenantes. Tout à fait. Donc, ça vous amène un peu à vouloir continuer à chercher du financement. Bien, c'est le propre de tous les OSBL. Là. Donc, quel type d'activité vous organisez là, pour sensibiliser la population à la nécessité du financement? Oui. C'est sûr qu'il y a notre offre de services au quotidien. On en a discuté là, au cours des dernières minutes. Par contre, comme je disais, on essaie de faire vivre à nos enfants ce que n'importe quel autre enfant pourrait vivre. Donc, on organise des sorties, on les amène à la ronde, on les amène aux glissades d'eau. C'est sûr que ce sont des coûts importants. Oui, on essaie d'avoir le transport en commun, mais à l'occasion, ça prend du transport qui n'est pas du transport adapté, mais qui est carrément des autobus scolaires qu'on doit louer. Donc, il y a des coûts astronomiques qui sont rattachés à ça. Donc, le financement qu'on reçoit bien, nous permet justement de faire vivre des expériences intéressantes à nos enfants. On a des camps d'été. Camps d'été où on sait que pour nos parents, l'été est un casse-tête parce qu'il n'y a pas d'école. D'où l'importance d'avoir des camps. Bien, pour tout parent, peu importe les besoins particuliers ou non. C'est un casse-tête, en effet. Exactement. Et encore plus pour des parents qui ont des enfants à besoins particuliers, qui ne peuvent pas intégrer des camps réguliers. Donc, le financement, là, est vraiment très important pour nous, notamment pour financer les activités et les camps d'été. Et je sais que la plupart des organismes communautaires, enfin, de plus en plus, puis on ne parlera pas nécessairement d'économie sociale, mais vous êtes appelés à revoir aussi les modèles de financement pour inclure une certaine autocotisation, générer assez de revenus aussi de différentes sources pour être sûr de pouvoir être en mesure de donner vos services. Donc, dans le financement privé, bon, il y a une contribution des parents aux activités, mais vous avez aussi certaines activités comme votre tournoi de golf annuel? Oui, exactement. Le tournoi de golf qui est réalisé depuis plus de 17 ans maintenant, grâce à la générosité, à l'engagement, à la gentillesse d'entreprises d'Assis.
situés tant au Québec qu'en Ontario qu'aux États-Unis et qui, année après année, nous permettent d'aller chercher un montant important de plus de 200 000 $, donc qui constitue une part importante de nos revenus. Et pour ce qui est on a le ministère quand même de la Santé et des Services sociaux qui nous finance, et on a le reste, bien, ça dépend des activités de financement qu'on fait, ou les dons des généreux donateurs, des gens qui, des fois, année après année, redonnent au Centre Petite Échelle, et c'est ce qui nous permet d'offrir nos services. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui sont présents également? On a peu de bénévoles présentement, je dirais probablement de par le fait que la nature des services requiert une formation quand même spécifique. Oui. On n'offre pas de repas aux enfants sur place. Il n'y a pas d'hébergement. Donc, ça vient diminuer la possibilité de faire du bénévolat. Avec des tâches connexes. Exact. Mais on est à revoir la formule. On a quelqu'un qui s'est manifesté tout récemment et qui, justement, va nous donner un petit coup de main avec la fête de Noël des enfants. Donc, c'est quelque chose qu'on a à développer, le bénévolat. Donc, j'entends, s'il n'y a pas de repas, il n'y a pas d'hébergement, de combien d'heures dure le répit? 8 heures. Donc, les parents doivent préparer un lunch? Un repas, exactement. Collation, repas. Les parents arrivent avec la petite boîte à lunch de l'enfant. Et nous, bien, on s'assure là, de donner les collations, donner le repas à l'enfant. Bien, c'est ça un peu, dans un camp d'été, c'est ce qu'on fait. Oui. C'est ce qu'on fait. Exact. Est-ce que la notion peut-être de gestion des boîtes à lunch, des allergies, tout ça, est-ce que ça cause des défis particuliers pour ces clientèles-là? Ça pourrait. Oui. Je dirais, on a actuellement un seul enfant qui a un niveau d'allergie suffisamment sévère où on doit, la veille, ne pas manger comme intervenante certains aliments. Ah oui, quand même. C'est à ce point. Mais pour ce qui est des autres enfants, généralement, le parent est capable de naviguer parce que ça va être une intolérance au gluten. Et donc, nous, bien, on s'assure de respecter ce qu'il y a dans la boîte à lunch de l'enfant. Et Anne, vous, qu'est-ce qui vous motive de travailler comme ça au Centre Petite Échelle? Je dirais qu'à chaque matin que je me lève et que j'arrive au centre, j'ai le peu bonheur d'être capable de voir ce que je fais au quotidien, à quoi ça sert. Ouais. Je vois les enfants. Il y a des matins où ça va moins bien, ils sont moins de bonne humeur. Il y a des matins où ils ont des superbes sourires. Certains vont même venir dans mon bureau, vont faire des dessins, on va accrocher ça au mur. Fait que c'est la proximité, c'est la possibilité de voir concrètement ce que je fais dans mon bureau devant mon ordinateur. À quoi ça sert? Il y a beaucoup d'heures, des fois, qui sont passées là. À quoi ça sert? Est-ce que c'était un domaine de carrière, une continuité pour vous? Ou? Non, pas du tout. Non? Moi, j'étais directrice des ressources humaines dans le réseau public. Et, donc, là, vous étiez vraiment devant votre ordinateur pour vrai? Oui, malheureusement, un peu trop, là aussi. Donc, retraitée depuis 1 an. Et j'ai eu cette belle opportunité-là qui m'a été présentée de participer à cette mission-là du Centre Petite Échelle. Peut-être un mot pour aussi le conseil d'administration. J'aimerais souligner que c'est des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui sont engagés, présents, au rendez-vous, qui n'ont pas peur de se retrousser les manches quand c'est nécessaire. Donc, je les remercie eux aussi pour ce qu'ils accomplissent au quotidien. Okay. Et donc, si je comprends bien, vous aviez vraiment décidé de prendre votre retraite Absolument. depuis 1 an. La retraite a été prise. Officiellement, ma retraite a débuté le 13 septembre 2023 et je travaillais au Centre Petite Échelle déjà depuis le 11 septembre 2023. Ah, d'accord. Donc, c'était vraiment comme une décision de poursuivre. De poursuivre, mais dans un de autre... redonner, Okay. De redonner, l'impression de contribuer davantage. Même si le réseau public fait des merveilles, je trouvais qu'à ce stade-là de ma carrière, de ma vie, ça correspondait tout à fait à mes aspirations. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Anne, pour la suite des choses? Je dirais de continuer d'être en mesure de compter sur une équipe aussi géniale que celle que j'ai présentement, d'être en mesure de compter sur leur dévouement, leur engagement, parce qu'avec eux, parce que j'ai quand même un ou 2 garçons, tout est possible, le reste, on va y arriver. Bien, ça nous donne envie de conclure bellement sur ces belles paroles. Bien, merci encore une fois pour la belle invitation. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été avec nous. Vous êtes donc la directrice générale du Centre Petite Échelle et aussi du programme Grande Échelle.
On peut aller sur votre site Internet si on veut en savoir davantage ou si on connaît peut-être des familles qui vivent justement avec des jeunes aux besoins particuliers, de savoir que votre ressource existe. Excellent, merci. Merci. Et c'est ainsi que se termine notre émission des Héros Anonymes. Vous voyez, on a l'occasion de découvrir des héros anonymes dans différents domaines, à tous les âges de la vie également. Et c'est ce qui fait qu'on a le bonheur en équipe d'animer, d'organiser, de mettre en onde et de faire la recherche pour cette belle émission. Alors, je remercie toute notre équipe et je vous suggère, chers auditeurs, de découvrir d'autres héros anonymes, en fait, sur nos réseaux sociaux et sur le site Internet canalem.vuesetvoix.com et sur les plateformes de balado-diffusion. On vous dit une bonne semaine et on vous retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.